On s'attendait à une année 2025 peut-être moins riche en actu que 2024. Souvenez-vous, les JO, l'élection de Trump, la dissolution. Eh bien, il y a quand même eu des faits d'actualité marquants cette année, des moments importants, mais lesquels resteront dans l'histoire, lesquels ne seront que de l'anecdote dans les années à venir. On va tenter d'établir un classement aujourd'hui pour cette émission spéciale. C'est parti. Bonjour à tous, nos experts autour de la table pour établir ce classement. Natacha Polony, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici. Vous êtes la directrice de l'Audace, la nouvelle revue dans le vent. C'est ça l'événement de l'année. Oui, c'est la sortie du premier numéro de l'Audace. Sans doute. Et donc on le trouve dans tous les kiosques. Dans tous les kiosques et toutes les librairies. Ben voilà, c'est parfait. La France et l'Europe se sont sabordées. Comment les relever? Oui, parce qu'il y a des solutions dans cette revue. Yves Tréhard, je vous attendais bien là, vous. L'événement de l'année, c'est que je sois face à Natacha Polony et Alexandre Devecchio. Exactement. Moi, c'est ça. Et Alexandre Devecchio qui est avec nous, évidemment, rédacteur en chef des pages débat du Figaro. Ça tombe bien, il va y avoir du débat. Faut pas traîner, je vous explique les règles. On a déterminé 10 événements dans la rédaction, 10 événements qui, selon nous, sont les plus marquants de l'année. Et on va essayer de les classer, on va essayer de faire une rétrospective. Je vais vous demander de m'en parler, évidemment. Vous allez avoir un tableau qu'il va falloir remplir au fur et à mesure. La mauvaise foi est autorisée. Il y a un arbitre, c'est moi l'arbitre. Donc quand il faudra trancher, eh bien, ce sera à moi qu'il faudra se référer. Et je vous propose qu'on commence tout de suite, parce qu'en 2025, il s'est passé ceci. L'Assemblée nationale n'a pas approuvé la déclaration de politique générale. Conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du gouvernement. Ces 9 mois ont été, pour le Premier ministre, des mois de profond bonheur. C'était le 8 septembre, François Bayrou tente un coup de folie sans doute, avant de se confronter au vote du budget sur lequel il se sait en danger. Le Premier ministre demande à l'Assemblée de lui voter la confiance et patatras, c'est non. Emmanuel Macron doit lui trouver un remplaçant et le pays plonge dans une crise politique. Natacha, c'est un moment historique ça ou pas ? Disons que c'est un moment important, mais qui s'inscrit dans quelque chose de plus long, puisque de toute façon, la crise n'a pas commencé avec le vote de confiance refusé à Bayrou et ne se termine pas avec la nomination de Sébastien Lecornu. Donc je pense que c'est assez relatif. Pour ce qui est de la crise politique, la France y est. Elle y est pour certains depuis 2024 et la dissolution, mais en fait, on peut considérer même que ça remonte à plus loin. Oui, mais c'est quand même un moment qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de la 5e, Yves. Oui, surtout d'avoir un Premier ministre qui sentait bon la 4e République. Moi, c'est ça qui m'a marqué dans cet épisode. C'est-à-dire un Premier ministre littéraire, plutôt improvisant sans arrêt. C'est ça qui m'a... Pas du tout, si vous voulez, c'est pas le produit d'une agence de communication. Non. Ces discours étaient des discours qui, somme toute, étaient assez intéressants, plutôt bien tournés. Et j'ai apprécié ce moment, même si, évidemment... ça manquait un petit peu je dirais, Alexandre de portée. en rigole. Il a parce que lui aussi apprécié parce qu'il attendait ça depuis si longtemps. Il n'en a pas fait grand-chose tout de même. Oui, puis d'ailleurs, on a coupé son discours juste à la fin, mais il en a profité, lui, en disant nous, on a passé de bons moments, on ne s'est pas engueulé. Il attendait depuis très longtemps d'être président de la République, pas d'être Premier ministre. C'est pas le même boulot, hein, attention. On ne sait pas qu'il le sera un jour. Non, après, sur le style, je rejoins ce qui a été dit, puisque je préfère ça, effectivement, au style McKinsey ou au style techno. Mais après, ce qui est intéressant, oui, effectivement, c'est la crise, et à mon avis, c'est plus qu'une crise politique, c'est une crise de régime. Et si on veut même donner une date du début de la crise, je dirais presque le référendum de 2005, avec la trahison d'une partie de la classe politique. Et c'est l'épuisement de cette classe politique-là. C'est pas une crise de régime, c'est une crise démocratique. Et c'est pour ça que ça remonte à 2005. C'est une crise de la démocratie. Quand je dis crise de régime, c'est pas les institutions, mais c'est une classe politique qui arrive à sa fin, et c'en était je crois que ce Bayrou en est des symboles. Pour vous, là, ce 8 septembre, ce qui s'en est suivi, oui, c'est un peu apaisé quand même, mais ce qui s'en est suivi avec la démission de Lecornu au bout de quelques jours, c'est un épiphénomène dans l'histoire de cette année. Personne ne retiendra les noms des différents premiers ministres qui se sont succédés. Vous pensez? Ah, j'en suis sûr. Ouais. Et vous pensez pas que vous pensez pas que les jeunes journalistes qui ont mon âge aujourd'hui, Yves, vous aviez 30 ans dans quelle année, Yves? Ah, j'avais 30 ans en 1980. Non, en 2000. En 2000.
En 2000, j'avais 30 ans. Ouais. Non, en 1990. En 1990. Oui, mais peut-être que dans 35 ans, on dira, bah tiens, cette année-là, c'était quand même fou, quoi. Il y a eu 3 premiers ministres. Ah bah non, mais c'est sûr que... Un premier ministre est tombé. Je Non. crains que l'histoire ne s'accélère de telle Oui. sorte que tout cela paraisse réellement anecdotique. Exactement. C'est possible. Pour le coup, moi j'avais 30 ans en 2005 et 2005 est un moment en effet beaucoup plus charnière dans l'histoire de la démocratie française. Maintenant, la question, c'est est-ce que le président démissionne ou pas? Oui. Ce serait ça le moment historique. Bah, c'est pas le cas, donc ce sera pas pour 2025. Mais vous savez, Il ne Oui. faut jamais jurer de... puisque 2025, non. vous m'interrogez pas. sur mon âge, je vais Oui. vous dire qu'en 1968, et j'en ai un souvenir très précis, savoir que le général de Gaulle était bousculé comme il l'a été, c'était un événement très important. Ouais. Et on pensait que la France allait basculer cette année-là. Moi, je me souviens, mes parents avaient la chance d'avoir une télévision. On était devant la télévision à assister aux séances du Parlement, de l'Assemblée nationale, tous les après-midi, avec Georges Pompidou qui tenait la barre. Et je peux vous dire que les gens faisaient des provisions, pensaient que c'était la Révolution, quoi. Hein. Oui, donc en fait, vous me dites sous que la là, on en est 5e très République- loin. Oh, mais là, c'est du pipi de chasse. D'accord. Bon, alors on va regarder ce tableau et on va inscrire donc, pour l'instant, en première position, la chute de François Bayrou. Pour vous, on verra, hein, vous allez le faire descendre, de ce que j'ai cru comprendre. Oui, La Alexandre. crise politique est importante. Bah là, il François peut- Bayrou, bon. Voilà, c'est ça. Pour le moment, il peut être qu'en première position. C'est ça. Deuxième grande actualité en 2025, c'est ceci. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. Israël au cœur de l'actualité encore en 2025 pour plusieurs raisons. Ces frappes en Iran, c'était le 13 juin dernier. On s'est demandé pendant quelques jours si le régime des Mollahs allait tomber. Un conflit de 12 jours qui s'inscrit dans la lignée de la crise déclenchée par les attentats du 13 octobre 2023. Israël qui a 7 octobre. aussi... 7 octobre. Pardon, du 7 2023. octobre. Israël qui a aussi continué son avancée dans la bande de Gaza et qui a trouvé un accord de cessez-le-feu avec le Hamas en échange de la libération des otages. C'était le 8 octobre. Alexandre Devecchio, ce moment important de l'année 2025, ces frappes sur l'Iran. J'allais dire oui et non d'une certaine manière, parce que tout était un peu dans votre présentation. Si le régime avait été réellement tombé, oui, c'était un moment peut-être même de l'ampleur de la chute du mur de Berlin en 89, puisque la chute du régime des Mollahs, ça pouvait changer totalement la géopolitique mondiale, et même sur l'influence de l'islamisme dans le monde, ça aurait eu sans doute des répercussions. D'ailleurs, en bien ou en mal, on ne sait pas quand un régime tombe. Le régime n'est pas tombé, donc ça devient une péripétie dans une grande histoire qui n'est pas terminée là encore. Alors là, pour le coup, je ne suis pas d'accord, parce que ce qui est important, ce n'est pas la question de savoir si le régime des Mollahs tombe ou pas. C'est ce moment crucial où Benyamin Netanyahou, qui est en train de violer le droit international aussi bien à Gaza qu'en Cisjordanie, qu'au Liban, etc., viole le droit international en Iran et tord le bras de Donald Trump, qui est obligé d'intervenir, mais qui du coup reprend la main. Et ce qui est très important là-dedans, c'est la façon dont Donald Trump se sort de ce pétrin et reprend la main pour imposer sa volonté. Parce que ça nous raconte le bouleversement des rapports de force et la façon dont il a décidé de reprendre pied, de ne pas se laisser entraîner jusqu'au bout dans un conflit parce que Netanyahou y a intérêt. Donc il frappe, mais il garde la mesure. Et ça, je pense que dans les équilibres extrêmement complexes au Moyen-Orient et dans le monde, c'est important. Ça confirme ce qu'est la doctrine de Donald Trump, qui est plutôt non-interventionniste. Donc en cela, il confirme... Oui, non-interventionniste, mais il va quand même torpiller le... Oui, mais voilà. c'est une Donc frappe... C'est en cet fait, équilibre malin qui est très il intéressant. le fait de manière assez maligne, justement, pour éviter d'aller sur un conflit au sol. Yves. Non, moi je dirais que ça s'inscrit dans une logique du grand Israël. Et c'est en cela que c'est intéressant et que c'est important, parce que c'est une logique qui n'a jamais existé depuis 1948. Depuis 1948, on était resté sur une politique et une philosophie israélienne qui était celle de deux États, et que avec Benyamin Netanyahou et cet événement, mais qui n'est pas circonscrit à l'affaire iranienne, eh bien, on est revenu
à l'idéologie du grand Israël. Et c'est ça qui me marque beaucoup dans la politique de Netanyahou. Je suis entièrement d'accord. C'est ça qui est frappant. Et on voit à quel point Netanyahou pousse au maximum, et en particulier donc, ce qui se passe en Cisjordanie, de ce point de vue-là, est extrêmement important. C'est vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est que Trump aurait pu être totalement entraîné là-dedans. Ah oui, oui. Objectivement, il a toute une part de son électorat qui le pousse à ça. Et il se retient, il arrive à construire une forme d'alliance avec Ben Salman. Donc, on voit à quel point, d'ailleurs, les négociations, parce que la suite de l'histoire, ce sont les négociations sur Gaza, et c'est finalement la question de savoir... Oui, finalement, cette deuxième actualité, c'est l'année d'Israël et tous les événements autour de ce pays et de Benjamin Netanyahou. Qui a commencé un peu avant, qui a commencé en septembre 2024, avec la mort de Nasrallah. Avec l'attaque sur le J'ai plusieurs nuances, parce que je crois que Trump n'est pas spécialement poussé par son électorat, peut-être une partie de son administration, parce qu'il y a une partie de l'administration qui est encore dans une logique néoconservatrice, mais j'ai l'impression que l'électorat MAGA est plutôt hostile à toute forme d'intervention Oui, mais l'électorat évangélique est totalement sur la thèse du Grand Israël. Il a les deux dans son électorat. En tout cas, il reste... Ce sont les plus extrémistes. Il reste fidèle à une ligne non interventionniste. C'est pas du tout un néoconservateur à la bouche, mais moi j'ai quand même une nuance sur ceux qui ont beaucoup comparé la situation avec l'Irak. J'entendais Natacha parler de violation du droit international. Certes, je crois tout de même que c'était pas la même configuration que l'Irak. C'est-à-dire que l'Irak, c'est une intervention sous prétexte d'armes de destruction massive qui n'existe pas face à un dictateur, certes, mais à un dictateur laïque. Là, on a quand même un programme nucléaire qui est bien réel, une menace, à mon avis, pour Israël qui est peut-être pas immédiate, ça se discute, mais qui, à terme, en est une. Et on a un régime, certes chiite, mais tout de même islamiste. Donc, moi, je ne suis pas un obsédé du droit international et je pense que l'intervention est discutable, mais on n'est pas dans le même contexte d'une intervention folle comme à l'époque de l'Irak. C'est-à-dire qu'on est dans un programme nucléaire parce qu'il y a eu avant ça le Trump qui s'est assis sur les accords et sur un programme nucléaire qui marchait. C'est-à-dire qu'il y avait eu, avec ce traité nucléaire négocié par Obama, quelque chose qui limitait la volonté de l'Iran de s'armer et qui réintégrait petit à petit, tout doucement, dans le... Voilà, et Trump détruit ça, et c'est pour ça, on ne peut pas faire abstraction de ça quand on pense à la... Ce qui est intéressant dans cet événement, c'est que c'est une des premières fois où une démocratie, qui est la démocratie israélienne, eh bien, intervient au nom je dirais, des intérêts de tout le monde occidental. Et ça, c'est quand même très intéressant. Je ne suis pas du tout d'accord que ce soit les intérêts du monde occidental. C'est ce qu'a dit Frédéric Schmerz, et je pense qu'il a eu grand tort de dire Israël fait le sale boulot. C'est une faute. La chute du régime de Mollah, comme le reste d'ailleurs, si, moi je suis d'accord avec ça. Enfin, je suis d'accord, je l'exprime. Exactement. C'est-à-dire qu'Israël fait le boulot que les démocraties occidentales se refusent à faire, et ce boulot, alors je ne sais pas sur quoi il va déboucher. C'est un discours néoconservateur, ça. Ça consiste à dire que l'Occident doit pouvoir décider quel régime on fait tomber ou pas. Non. C'est très dangereux. Oui, c'est dangereux. J'ai bien dit que c'était dangereux. Mais c'est fort utile. Parce que aussi bien, effectivement, les Américains, en 2003, quand ils attaquent l'Irak, eh bien, ils attaquent sans preuve et sans éléments fondateurs. Pour moi, absolument, c'est tout à fait... Enfin, je veux dire, c'est sans éléments fondateurs. Alors que en 2001, ils attaquent l'Afghanistan avec un élément fondateur qui est les attentats de septembre 2001. Et là, Israël réplique à l'Iran, mais il réplique... Effectivement, c'est une réplique Natacha, dernière réponse, parce qu'après on avance. Au 7 octobre 2023. C'est l'essence même du double standard. C'est-à-dire qu'Israël se permet de bombarder le Liban, c'est-à-dire de déstabiliser un État souverain, et on ne peut pas dire ce qui est valable pour un pays n'est pas valable pour un autre. C'est profondément dangereux. On ne vous mettra pas d'accord là-dessus, pardon Yves, il faut qu'on avance, mais on a plein d'autres actualités. Parce que sur le Liban, c'est très intéressant. Évidemment, c'est très intéressant. Les Libanais eux-mêmes, pour on va voir ce tableau.
tableau, mais vu... étaient assez contents. Ou sont assez contents. Ah bah si. Vous n'êtes pas d'accord. Moi, ceux que je connais, ils sont pas contents. Vous n'êtes pas d'accord. Regardons ce tableau et de ce que j'ai compris, on va placer cette année en Israël et cette frappe sur l'Iran au-dessus de la chute de François Bayrou. Oui, sans aucun souci. On se met d'accord là-dessus. Et voilà, c'est fait. Et on avance. On va passer peut-être un peu moins de temps sur cette actualité parce qu'en 2025, Paris a été au centre de l'attention. C'était le 19 octobre à 9h30 et il se passait ceci. Merde. Ok, merci. Les individus sont en scooter, ils vont quitter. Putain, ça y est. Image absolument surréaliste. 4 individus cambriolent assez tranquillement. Finalement, une partie des joyaux de la couronne de France. De nombreuses arrestations ont eu lieu, mais pour l'instant, parures et autres boucles d'oreilles n'ont pas été retrouvées. Alexandre, vous avez pensé quoi ce matin-là lorsque vous avez vu ces images pour la première fois ? Est-ce que c'est important ou pas? En tout cas, là encore, l'histoire dira la suite, mais on a quand même l'impression que ça s'inscrit dans un long déclin de la France. Donc peut-être que dans le futur, les historiens verront cet épisode comme... j'espère, moi, encore qu'on pourra se redresser. Non, mais vraiment, ça dit beaucoup de choses. Ça dit beaucoup de choses aussi sur... des responsables qui ne sont responsables de rien dans ce pays, puisque la directrice du Louvre, et je lui en veux pas particulièrement, mais quand même a à peine proposé sa démission. Ça dit, je sais plus le nom, mais Doudou, c'est des pieds nickelés qui braquent d'autres pieds nickelés. C'est quand même les joyaux. Oui, là c'est pas Ocean's Eleven, quoi. Les bijoux de famille qu'on dérobe comme ça au vu et au su de tout le monde. Donc je pense que c'est pour ça que ça a créé une émotion publique. Natacha, ça vous fait pas sourire? Parce que moi, en effet, je trouve que c'est un peu des loupards, quoi. Donc j'en ai presque le sourire en voyant ça. Vous vous amuse pas du tout? Parce qu'on ne retrouvera pas ces bijoux. Ouais. Et parce que j'en suis malade de savoir que des joyaux qui appartiennent au peuple français vont être détruits, décortiqués pour être vendus, pour se faire du fric, alors que c'est le bien commun de la France. Oui, ça me fait mal au bide. Donc je trouve ça insupportable. Je trouve ça insupportable. Après, c'est pas l'événement historique de l'année, mais c'est en effet symbolique d'une absence totale de responsabilité à tous les échelons, d'une incapacité à anticiper, et le résultat, c'est quand même à la fois un sentiment d'humiliation parce qu'on n'est pas capable de préserver un patrimoine que nos aïeux ont forgé et que nous ne renouvelons pas. Et en plus, nous nous retrouvons là avec la certitude que c'est un gâchis monumental. Yves. Par rapport à l'épisode précédent... Voyons ce classement et vous allez me dire où vous voulez le placer. Là, je le place en 3. D'accord. Oui, alors, là on commence. Ça y est. Je pense que dans les livres d'histoire, ça risque de rester comme quelque chose mais évidemment, où on sera vaguement ridicule tout de même. Ça reste quand même. Alors, je suis d'accord pour dire que ça s'inscrit dans, je dirais... les profondeurs bureaucratiques de la France, quoi. Parce que si on regarde bien le film de l'histoire, que j'ai bien suivi, de l'histoire, pourquoi ça s'est produit? Parce qu'il y a eu plein de manquements, il n'y a pas eu de continuité de direction, je dirais, à la tête du musée. C'est vrai que ce musée, c'est le plus grand musée du monde, mais il a mis l'accent sur une autre priorité que celle de la sécurité. Est-ce que ce n'est pas le cas dans les autres musées au British Museum? On se souvient que le mot de passe pour la sécurité était pareil ailleurs. Non, mais c'est grotesque. Je pense que c'est pareil ailleurs. Je pense que dans tous les autres musées... j'en suis quasiment persuadé. Oui, mais bien sûr. Persuadé. Et c'est tellement gros comme cambriolage que personne n'y avait pensé. Alors, troisième ou deuxième? Ah non, troisième. Troisième, Natacha? Oui, moi aussi, troisième, même si le symbole est lourd, mais une crise politique est quand même... Alexandre, vous ne gagnez pas sur ce coup-là. Voilà. Moi, c'est au coup d'affût. Je dirais que c'est pas le produit de la décadence française. Je dirais pas ça. Oui. Je dirais que c'est le reflet de ce qu'est notre pays en général. Et de l'irresponsabilité des décideurs à tous les niveaux. Allez, on passe à une autre actualité. Paris, centre de l'attention, ça avait déjà été le cas au mois de mai.
Le PSG vainqueur de la Ligue des Champions, victoire 5-0 en finale contre l'Inter Milan, un récital dans ce stade de Munich. Vous voyez les célébrations le lendemain au Parc des Princes. Marseille vainqueur en 93 n'est plus le seul club français donc titré dans la plus prestigieuse des compétitions. Yves? Oh bah ça je le mets en dernier ça. Ah bon? Oui, c'est anecdotique aussi. Ah bah alors moi je suis pas sûr. Non parce que bon c'est très bien, ils sont champions, champions d'Europe, c'était la première fois pour le Paris Saint-Germain. C'est vrai, ça fait plaisir. Oui, mais Marseille 93 c'est une date que tout le monde connaît pour Marseille. Bah justement, ils étaient les premiers pour le coup. c'est vrai. Je suis pas sûr qu'on se souvienne de l'année de François Bayrou, par exemple, de la chute de François Bayrou. Ce qui est tout à fait affligeant et ce qui est détestable, c'est ce qui s'est produit après le match. Je savais que vous alliez m'en parler. Voilà. Bon alors attendez, j'y viens. D'abord, je précise quand même que dans la... Ça ne change pas Je dirais que ce match ne change pas la face ni de Paris ni de la France. D'accord. En revanche, ce qui s'est passé après, eh bien là, le reflet d'un certain état voyons de les notre images de ce qui s'est passé le soir de la victoire, le soir de la victoire avec donc de la casse autour des Champs-Élysées. Le moment de fête a tourné au désastre. On s'en souviendra de ça, Alexandre, plus que du titre? Quand même pas. Non mais ça dit des choses, pardonnez-moi d'être encore le décliniste du... Enfin d'abord pas décliniste, parce que je pense que mon pays a les ressources pour se relever, mais il faut faire le bon diagnostic et on peut se dire aussi, plus on a des équipes de football grandes, plus on ressemble à un pays du tiers-monde en fait. Autrefois c'est les pays du tiers-monde qui avaient des grandes équipes, désormais c'est la France. Et oui, je pense que c'est assez grave parce qu'en plus on a eu des épisodes d'émeutes assez peu en centre-ville en réalité. Donc là, même le cœur de Paris, qui était plutôt protégé, c'est un peu comme le musée du Louvre. Alors, je ne sais pas si le musée du Louvre a jamais été protégé, mais c'est quand même quelque chose de symbolique. On pensait que les bijoux étaient quand même à l'abri. Eh bien, plus rien n'est protégé. Donc c'est une étape de plus, je pense, quand même, dans le sauvagement de la France. Natacha, 2 points, le foot et les événements. Alors de fait, le foot, on est ravis pour le PSG, pour les supporters. Non, voilà, je vais vous dire, le symbole de Marseille en 93 était beaucoup plus fort pour beaucoup de raisons. D'abord parce qu'il y avait le poids de Bernard Tapie, parce que Marseille a une histoire avec le foot qui est particulière. Là, c'est quand même le PSG, c'est-à-dire porté par le Qatar. On n'est pas du tout dans la même ferveur populaire. En revanche, ce qui s'est passé derrière nous raconte qu'il ne peut plus y avoir un seul événement festif en France qui ne se termine pas de cette manière-là, et ça devrait nous inquiéter. Donc le titre du PSG ne prend pour l'instant dans notre tableau que la 4e position. Bon, on verra, victoire du PSG en Ligue des Champions 2025 n'est peut-être pas un moment historique. On traverse l'Atlantique. En 2025, on a aussi vu ceci. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war, you're not in a good position. You don't have the cards right now. Le clash Trump-Zelensky dans le bureau ovale face aux caméras du monde entier, alors que quelques mois plus tard, on voyait aussi ceci. Donald Trump qui reçoit Vladimir Poutine à Anchorage. 2 images historiques, Natacha Polony, et ça aussi c'est un moment de bascule dans l'histoire du monde, de l'humanité peut-être ? Ça, c'est un moment de bascule extrêmement important parce que ça nous raconte comment Donald Trump est en train de bouleverser totalement les relations internationales. C'est-à-dire qu'il a pris le contre-pied de ce qui était la politique des démocrates américains et on va dire des néoconservateurs qui s'étaient mis donc du côté du Parti démocrate. Il a décidé que la guerre en Ukraine ne lui convenait pas, lui coûtait de l'argent et le mettait dans une position compliquée puisque ça rapprochait la Russie de la Chine et parce que ça l'empêchait justement de faire des affaires qui lui permettraient d'entrer dans la véritable compétition qui l'intéresse, à savoir celle avec la Chine. Donc, il a pris un contre-pied sans aucun souci pour l'image que ça pouvait donner. Et les tentatives à Anchorage sont l'entrée dans un rapport de force, alors qui pour l'instant n'a rien donné, hein, il faut être très clair. Pour l'instant, Vladimir Poutine considère qu'il a toujours le temps, qu'il est en position de force et que donc
là, il ne lâchera rien. Mais en tout cas, ce nouveau dialogue entre Trump et Poutine se fait sur le dos des Européens qui, en gros, ont préféré la posture morale à l'efficacité, à une vision structurée de leur défense. C'est ça que ça nous raconte. C'est très important. Yves, je ne sais pas si cette actualité sera la première de notre classement. Est-ce que l'image Trump-Zelensky dans le bureau ovale est l'image la plus forte de l'année ? C'est possible que ce soit la plus forte. Je ne sais pas quels sont les autres événements qu'on va avoir, mais c'est possible qu'on soit la plus forte et c'est la plus détestable. Ce type est détestable. J'en ai marre, moi, qu'on me présente ce bonhomme comme étant quelqu'un de fréquentable, de bien, alors que j'ai le privilège de l'âge. On a vécu pendant des années et des années en paix, avec des relations internationales qui valaient ce qu'elles valent, mais qui étaient assez équilibrées, et dans un monde qui était en progrès néanmoins par rapport à ce qu'il avait été par le passé. Et là, on est en train de replonger, comme le dit très bien d'ailleurs Dan Poli dans ses livres, et dans le dernier qu'il a écrit, dans un monde, dans une sauvagerie, et dans une jungle dont on ne sait pas comment on va sortir d'ailleurs. Alors certes, il met d'une certaine façon en contrepoint l'accent sur la faiblesse de l'Europe et sur nos faiblesses de pays, de petits pays européens, ça c'est clair. Je ne crois pas que lui soit un grand pays. Ça demande à être démontré, parce que c'est pas sûr que ça se termine bien pour lui. À tout point de vue d'ailleurs, y compris sur le plan économique, j'en suis pas certain du tout. Et donc là, on est quand même... ça, c'est l'événement probablement le plus important. Et on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte de l'importance du conflit du conflit entre la Russie et l'Ukraine. C'est un conflit capital. C'est un conflit autour duquel le monde peut basculer. Moi, j'apporterais quand même des nuances. Est-ce que Trump est quelqu'un de bien ou pas ? J'ai presque envie de dire... On n'a pas grand-chose à faire. C'est pas le problème. On attend des dirigeants qui soient efficaces. Par ailleurs, ses prédécesseurs avaient des meilleures manières. Vous avez dit on était dans un monde en paix, j'en suis pas sûr. Pour le coup, Trump, on peut être d'accord ou pas d'accord sur sa politique, mais il n'est pas responsable de la guerre, pour le coup. Il essaie plutôt de faire la paix. Attendez, je parle ni de Obama, ni de Biden. Je parle pas de ces gens-là. Je parle pas non plus. Je parle d'un monde qui n'existe plus. Voilà. Effectivement, c'est le retour des rapports de force. Et ça, voilà, nous, en tant qu'Européens, on redécouvre les rapports de force. Et on est absent des deux images que vous avez montrées. Moi, je pense que c'est ça le plus important. Alors, moi, je partage l'idée, en effet, que nous sommes en train de voir se construire un monde de rapports de force purs, de violence. Et en effet, Trump a une vision du monde qui est aux antipodes de ce que nous, Européens, nous défendons et de ce qui fait le cœur de la civilisation européenne. C'est-à-dire une conception de la liberté humaine. Il suffisait de voir l'enterrement de Charlie Kirk pour comprendre que la montée du fondamentalisme évangélique est aux antipodes, là aussi, de nos valeurs à nous, c'est-à-dire de la capacité de l'être humain à exister en dehors du poids de cette transcendance. Donc tout ça, en effet, ce monde-là, moi, ce n'est pas le mien. Voilà. Simplement, justement, le problème des Européens, c'est qu'ils se sont laissés embarquer dans une vision en noir et blanc où il y avait le camp du bien et le camp du mal. Et donc, ils se sont retrouvés totalement dépourvus quand Trump a opéré ce renversement. Et moi, c'est ça qui me dérange. Je me fiche, après tout, de savoir si l'expérience Trump va être bénéfique ou pas aux États-Unis. Je pense en effet que ça finit très mal et que c'est une façon de déconstruire petit à petit tous les éléments de la démocratie américaine. C'est d'ailleurs très frappant parce qu'on ne pensait pas qu'elle était aussi fragile. En revanche, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la position des Européens. Et je pense que systématiquement sur cette affaire-là, ils ont pris les mauvaises décisions, les mauvaises positions. C'est-à-dire qu'on est sur une affirmation lyrique, des grands discours au profit des Ukrainiens, alors qu'ils savent très bien qu'ils ne pourront rien faire et qu'ils ne feront rien. J'ai l'impression de revoir l'attitude des Occidentaux vis-à-vis des étudiants de Tiananmen. On leur disait, allez-y, battez-vous. Et quand les chars sont arrivés, on les a plantés complètement. Oui, mais alors de ce point de vue, je dirais, alors là, Natacha, je vous dirais que rien n'a changé sous le soleil depuis très longtemps.
On a été sauvé de la guerre de 14-18 grâce aux Américains. On a été sauvé de la guerre de 39-45 grâce aux Américains. Donc les Européens n'ont jamais pu rien faire. C'est pas vrai. Si, mais si. Non. Je suis désolé. On est des petites nations à l'échelle mondiale aujourd'hui. Et comme on l'était d'ailleurs au XXe siècle. On a quitté notre leadership à la fin du XIXe siècle. Faut pas se leurrer. On a quitté la scène. On a accepté l'inféodation aux Américains et en particulier depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les Américains se sont construits aussi grâce à nous, il faut le dire. Oui, bien sûr. Il faut arrêter de battre notre coupe sans arrêt. Mais ce que je veux dire par là simplement, c'est que on a quand même été, mais je suis désolé, ces principes en question dont vous parlez, qui sont nés d'ailleurs en grande partie ici, pas ici à Paris, mais qui sont nés en Europe, ces principes, il faut les défendre. Et c'est parce qu'on ne les défend pas. Et c'est parce qu'on n'arrête pas de se piétiner. Et c'est parce qu'on n'arrête pas de se critiquer qu'on en est là aussi aujourd'hui. Oui, mais la meilleure manière de les défendre, Yves, n'est pas de jouer de la flûte en expliquant que la liberté du monde se joue en Ukraine. Il y a un moment où la géopolitique, ça existe. Les Occidentaux ont systématiquement joué avec le feu. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel... depuis la guerre. Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, en 2008, se sont battus pour empêcher les Américains d'inscrire dans les conclusions du traité de l'OTAN que la Géorgie et l'Ukraine avaient vocation à entrer dans l'OTAN, parce qu'ils savaient très bien que c'était un casus belli et que ça allait aboutir à un danger pour l'ensemble de l'Europe. Ils se sont fait avoir et à la fin du sommet, les Américains, en douce, ont rajouté le paragraphe disant la Géorgie et l'Ukraine ont vocation à entrer dans l'OTAN. Ils ont joué avec le feu. Ça n'excuse rien. Poutine est sanguinaire et n'en a strictement rien à faire de massacrer non seulement sa population, mais toute la jeunesse ukrainienne qui est en train de vivre ce que la France a vécu avec la guerre de 14, c'est-à-dire la perte d'une génération. Mais pour autant, les Européens ne sont pas obligés d'être dans les grands principes alors qu'ils n'ont rien fait pour être forts. La vérité, c'est que les États-Unis, et depuis bien avant Donald Trump, ont comme objectif de détruire l'Europe. Et c'est ça que les Occidentaux n'ont pas compris. C'est ça que l'Europe occidentale... C'est pas les Occidentaux, c'est l'Europe occidentale ne l'a pas compris. J'attends qu'Alexandre nous dise ce qu'il en pense. Et vous avez l'honneur, vous finissez votre propos en nous classant, en nous donnant votre classement et où vous le placez dans cette année 2025. Ça nous rappelle, et ça avait commencé bien avant Trump, simplement que les États-Unis sont impérialistes. En réalité, se moquent un peu de nous. Et je pense que dans cette guerre, l'erreur est de les avoir suivis, d'avoir été parfois plus va-t-en-guerre qu'eux, sans en avoir les moyens, alors qu'on aurait sans doute pu résoudre ce conflit avant. Il y a eu, à un moment donné, où il y avait des négociations possibles quand la Russie était bien plus mal... 2022, exactement. Et ça aurait été peut-être le moment, plutôt que de jouer les moralistes, de conclure une paix. Et je pense que l'Ukraine s'en serait mieux sortie à ce moment-là. On s'est dit, on va punir Poutine, on va peut-être même changer de régime. À ce moment-là, tout s'est joué dans les années 90. Vous vous trompez là, c'est dans les années 90. Non, mais je dis le moment où on aurait pu. En 2022, il y avait une fenêtre pour arrêter la guerre, ralentir la guerre. Vous parlez de deux choses différentes. Dans les années 90, on a laissé les Américains étendre leur impérialisme en mettant en danger la sécurité européenne. Et Alexandre parle après février. Mémorandum de Budapest. Et après février 2022, il y a eu les négociations en Turquie en avril 2022. Et là, c'est Boris Johnson et évidemment les Américains, qui ont poussé l'Ukraine à aller plus loin, alors même que le résultat, c'est d'abord plus de morts pour l'Ukraine et le fait que la Russie s'est vraiment mise en économie de guerre et qu'elle est plus puissante à cause de ça. Je suis dernier mot, Alexandre. Un mot quand même sur la démocratie américaine parce que ça me paraît important. Natacha disait Donald Trump est en train de démonter la démocratie américaine. Moi, je crois plutôt que la démocratie américaine était malade depuis longtemps et que Donald Trump est le résultat de cette maladie. Et c'est une leçon pour nous. C'est pour ça qu'à la limite, comme Natacha, je m'en fiche, je regarde les États-Unis. Mais c'est une leçon pour nous parce que je pense qu'on a les mêmes pathologies. Quand la démocratie se réduit à l'état de droit
entre guillemets, et oublie la souveraineté populaire, ça peut se finir avec des présidents comme... Voyons le classement et vous allez me dire où vous le placez. Sacha Bauduit, Riyad Bekir en régie, on va voir ce classement. Et est-ce que pour vous, c'est la première année de Trump et ses choix internationaux sont à la première position? Oui. Vous êtes tous d'accord là-dessus? On est tous d'accord. Alors on peut enchaîner parce que le 1er avril 2025, une conférence de presse se tenait à Paris et il s'y disait ceci. L'ingérence de ces magistrats dans le processus électoral suprême qui est celui de l'élection présidentielle, voilà où est le trouble à l'ordre public. Et les Français ne l'accepteront pas. Qu'ils soient électeurs du RN ou qu'ils ne soient pas d'ailleurs électeurs du RN. La veille, Marine Le Pen était condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes, 100 000 € d'amende et surtout 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire dans l'affaire des assistants parlementaires du FN au Parlement européen. Un coup de tonnerre puisque dans ces conditions, elle ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Alexandre, moment important? Non, moment important, je parlais tout à l'heure des maladies de la démocratie et de l'état de droit, entre guillemets, qui pour moi est plutôt un gouvernement des juges qu'un état de droit aujourd'hui. Je pense que ça en fait partie. Alors certes, le législateur a une part de responsabilité parce que la condamnation vient aussi que par démagogie, le législateur a donné toujours plus de pouvoir aux juges. Il n'empêche, sur l'exécution provisoire au moins, les juges ont quand même largement interprété la loi et sur beaucoup de choses, en dehors des affaires strictement politico-financières, sur l'immigration, on voit de plus en plus de pouvoir à la justice et à la justice administrative également. Et pour moi, c'est une confiscation de la souveraineté populaire. Et malgré tout, on ne peut pas se réjouir que la candidate légitime, la favorite des sondages, soit éliminée par les juges. J'aurais préféré que ce soit éventuellement par le suffrage universel. Et nous le paierons, à mon avis, tôt ou tard. Yves, moment historique. Est-ce qu'on ne le sait pas encore parce qu'il y a un procès en appel qui se tiendra et qui s'ouvrira au mois de janvier? Si finalement elle est blanchie, bon, ce ne sera pas un moment historique. On aura oublié. Non, on n'aura pas oublié parce que c'est très grave ce qui s'est passé. Ce qui n'a jamais été dit d'ailleurs, et pas beaucoup dit à mon grand regret, c'est que les juges ont un pouvoir discrétionnaire. Et on nous répète sans arrêt, à raison, qu'il n'y a pas de peines qui peuvent être généralisées, puisque justement chaque procès est différent, chaque peine est identifiée et identifiable. Or, l'exécution provisoire qui a été décidée par le législateur, pourquoi pas? Mais un juge n'est pas obligé de l'appliquer. Un juge a un pouvoir discrétionnaire. Et là, en appliquant cette décision d'exécution provisoire, le reste de la peine, après tout, pourquoi pas? De manière, elle paye pour tout le monde, parce que, je vais vous dire, au Parlement européen, ils ont tous fait ça, à plus ou moins grande échelle. Mais l'exécution provisoire, en revanche, ils sont libres de l'appliquer ou pas. Ils l'ont appliquée, c'est une décision qui a un certain parfum politique quand même. Natacha Polony, votre avis? Alors, oui, ce qui pose problème, c'est bien l'exécution provisoire, d'autant plus que les attendus étaient quand même assez surprenants, puisqu'il s'agissait d'un potentiel trouble à l'ordre public démocratique si Marine Le Pen avait pu se présenter à l'élection présidentielle alors qu'elle était condamnée en première instance, mais que l'appel n'avait pas encore été jugé. Donc c'est quand même une vision très particulière du rôle des juges. Il y avait là quelque chose de moral, en fait. Or, les juges n'ont pas à faire de la morale ni de la politique. Donc, c'est un problème. Après, je distingue ça des problématiques de l'emprise de plus en plus grande de la justice administrative et de sa façon de cantonner la souveraineté populaire, qui me semble quelque chose de beaucoup plus grave encore. Notre classement, on le voit. Où est-ce que vous placez, chers amis, cette inéligibilité? En 2 carrément aussi. Ah oui, c'est aussi important que ça? Oui, je l'aurais mis en 3, mais voilà. Allez, en 2. Et alors, on reste dans le même thème, puisqu'en 2025, on a aussi vu cette image.
C'était le 21 octobre dernier. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, sort de chez lui avant d'être emmené à la prison de la Santé pour une incarcération de 20 jours. Il a été condamné fin septembre dans le cadre de l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007 à 5 ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt, ce qui l'oblige à passer derrière les barreaux, même s'il a fait appel de cette décision de justice. Natacha Polony, ça fait 2 affaires qui n'ont pas grand-chose à voir, mais qui peuvent se ressembler un peu. Les 2 affaires ont une chose en commun, l'application de l'exécution provisoire. Et le fait qu'on a des juges qui, semble-t-il, ont considéré que si Nicolas Sarkozy échappait à la prison du fait du temps passé dans les procédures et du fait qu'il avait dépassé les 70 ans, là aussi, ça constituerait un trouble à l'ordre public ou en tout cas une inégalité avec les autres et que donc ils ont décidé qu'ils avaient envie de le voir aller en prison. Et quoi qu'on pense du fond du dossier, il y a là un choix qui est assez particulier. Après, Nicolas Sarkozy a transformé ça en une communication politique. Il faut dire, on a envie de dire chapeau l'artiste. Bon, mais il y a toujours cette question de l'exécution provisoire et de son utilisation dans des cas comme celui-là. Oui, Alexandre ? Je suis entièrement d'accord. Là aussi, interprétation assez dingue de l'exécution provisoire. On va plus loin sur ces 2 affaires, c'est seulement ça qui vous pose problème finalement. Bon, pas tellement les condamnations. Tout à l'heure, je l'ai pas dit, mais c'est de la faute, pour le coup, c'est de la responsabilité du législateur. Je pense que l'inéligibilité, où ça va devenir un débat, est une mauvaise solution. Les Français sont grands. Pardon, je vous ai ramené à Marine Le Pen. Revenez sur Nicolas Sarkozy. Mais sur Nicolas Sarkozy, oui, ce qui est gênant, c'est que non, le législateur ne prévoyait pas spécialement l'exécution provisoire dans ce type de cas. C'est quand même une interprétation très baroque de la loi. Et moi, je rapproche ça quand même de la justice administrative, de la prise de pouvoir de la justice administrative et du verrouillage démocratique, parce que je pense que ça part du même problème. C'est-à-dire que les juges ne veulent plus être simplement la bouche de la loi. Parce que c'est pas la justice administrative. Non, justement, il y a deux. Mais moi, je pense qu'il y a continuité. Il y a continuité entre les deux, entre la justice administrative qui casse ce que fait le législateur au Parlement, et des juges qui finalement s'érigent en grands moralisateurs et ne se contentent plus de dire la loi, mais veulent la fabriquer au nom de leur propre vision politique. Et à mon avis, c'est très grave parce qu'ils sont élus par personne. Eux, ils doivent simplement appliquer la loi et non la fabriquer. Ils la fabriquent de plus en plus par leur interprétation, par leur jurisprudence ou en se fondant sur des textes extérieurs, européens, de grands traités. Pour moi, c'est un problème très grave de démocratie et qui peut donner un effet boomerang avec, on voit aujourd'hui dans les sondages que les gens souhaitent un leader autoritaire. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent que les politiques sont entravés, que quand on dit par exemple qu'on veut réguler les flux migratoires, qu'on veut faire un certain... C'est l'exemple le plus flagrant, mais il y aura beaucoup d'autres exemples, les politiques ne peuvent pas le faire parce que le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État... En l'occurrence, on n'est pas sur une façon de contourner la souveraineté du peuple. Là, on est sur des cas qui sont considérés comme des cas de corruption. Quoi qu'on pense du fond des dossiers, ça n'est pas du tout la même chose. Ça ne bride pas la volonté du peuple, sauf quand l'exécution provisoire empêche... Élimine la candidature. Oui, d'accord, mais c'est pas la même chose que de considérer la culpabilité. Quand même, je ramènerai l'église au milieu du village. Ah, allez-y. Vous êtes deux sages, finalement. Je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord pour dire que... je suis d'accord sur le fond. Néanmoins, je ne suis pas d'accord pour dire que les juges appliquent la loi. Ça ne s'est jamais produit. Les juges ne sont pas là. Les juges appliquent la loi, interprètent la loi avec la sagesse. Le mot-clé dans la justice, c'est la sagesse. Oui, bien sûr. Est-ce qu'en sagesse, j'interprète normalement et bien la loi, en fonction d'un contexte? Il y a toujours un contexte. Et justement, dans l'histoire Le Pen, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont conscients du contexte. Dans l'histoire Sarkozy, ils sont probablement aussi conscients d'un contexte. Et donc, c'est là où ils font, à mon avis... Acte de politique. Ils font acte... Non, où ils oublient la sagesse. Question, vous m'en... acte de politique. Aucun de vous m'en a parlé. C'est au nom de la démocratie. Les juges ne sont pas là uniquement pour appliquer la loi. Un point dont vous ne m'avez pas parlé, le symbole d'un chef de l'État en prison. Parce que c'est ça, finalement, qui sera un moment ou pas historique, Yves. Je pense qu'il va falloir s'habituer. Ah bon? Oui.
Pourquoi vous vous inquiétez? C'est-à-dire qu'il va falloir s'habituer, les présidents vont aller en prison plus régulièrement? Non, mais en tout cas, de fait, nous sommes dans une époque où il n'y a plus de sacralité absolue de celui qui a exercé la fonction suprême. Celui qui a exercé donc, la fonction suprême a fauté, il faut le sanctionner. Exactement, mais c'est ça. Ouais. Et je pense d'ailleurs que les sondages d'opinion montraient à quel point les Français considèrent qu'il doit y avoir sanction quand un politique faute. En revanche, c'est pas pour autant que dans l'interprétation de la loi, il faut aller trop loin et, je suis d'accord avec Yves, oublier la sagesse. Notre classement, allons-y, on le voit. Où est-ce que vous placez l'incarcération de Nicolas Sarkozy? Oui, mais c'est dans la mesure où il y a moins... Les conséquences sont moins importantes. Les conséquences. C'est ça. Les conséquences qui sont... Moi, je même si la désacralisation de la fonction présidentielle est quand même une conséquence. Je mets ça en 4 ou 5. Devant la chute de Bayrou. Oui, devant la chute de Bayrou. Et voilà. Mais encore une fois, la chute de Bayrou en elle-même, c'est pas important. La crise politique est très importante. Je suis d'accord. Le classement va s'actualiser dans un instant. Et voilà, c'est le fait. Et donc, on peut passer à ce qu'il s'est passé le 8 mai 2025. Des milliards de personnes à travers le monde. Voyez ceci. Raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti I popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Le pape Léon XIV vient d'être élu. Il est le premier pape né après-guerre, le premier pape américain. Quelques jours plus tôt, le 21 avril, son prédécesseur, le pape François, s'éteignait après 12 ans de pontificat. Et le 26 avril, ses obsèques étaient célébrées en Mondovision sur la place Saint-Pierre, devant Trump, Zelensky, Macron, qui ont profité du moment pour discuter, là encore, de la guerre en Ukraine, au cœur de cette même basilique Saint-Pierre. Natacha? Déjà, je pense que ce qui est important, c'est la fin du pontificat de François. Oui. Parce que François a été un pape qui, sur le plan géopolitique, était extrêmement intéressant. C'était le pape de la désoccidentalisation du monde. C'est-à-dire un pape qui a pris des positions très hétérodoxes sur le conflit en Ukraine, qui a pris des positions sur le conflit au Congo, dont personne n'a parlé en France ou ailleurs et qui était très importante. C'est-à-dire qu'en gros, il a prononcé un discours pour reprocher aux Occidentaux de soutenir Paul Kagame, président du Rwanda, et les milices qui étaient en train de pratiquer des crimes de masse au Congo sur fond d'appropriation des terres rares. Donc c'était un pape politique, François. Et il avait de ce point de vue-là quelque chose d'intéressant. Léon XIV, on ne sait absolument pas ce qu'il va donner, ce que va donner son pontificat. Il y a un élément important chez lui qui est le fait qu'il soit américain, ce qui est un message envoyé sur les rapports de force géopolitiques, mais pour l'instant, personne ne peut définir exactement de quel côté ça va Yves, ça va pour pencher. l'instant, c'est vrai que c'est un pape discret. C'est toujours comme ça ou il est particulièrement discret? Ah bah oui, j'ai connu des papes qui étaient assez Ils jouaient les 100 jours comme les politiques, tout de suite, il fallait faire des choses. J'ai connu Jean-Paul Ier, il était discret, il restait 15 jours. Oui, voilà, c'est sûr. Il a des circonstances atteignantes. Non, mais c'est vrai qu'on a eu un pape qui s'appelait Jean-Paul II, qui a quand même occupé beaucoup de terrain. J'ai connu un pape qui s'appelle Paul VI, qui lui était assez discret, somme toute, mais enfin, il venait après Vatican II et il a eu un rôle à jouer quand même dans l'évolution de l'Église. François, effectivement, a été un pape extrêmement politique. Je dirais que Benoît XVI a été un pape extrêmement politique aussi. En tous les cas, ses discours étaient très politiques. On se souvient du discours de Ratisbonne, qui, à mon avis, est un des plus beaux discours papaux qui a été prononcé. Et alors, celui-ci, on verra, parce que c'est un pape qui est issu de la doctrine sociale de l'Église. Hein. Il est le successeur de Léon XIII, qui est un pape qui a marqué, puisque c'est lui qui a fait rentrer la doctrine sociale dans l'Église. Et moi, je trouve quand même qu'il a probablement la volonté, on va voir, d'avoir un rôle géopolitique important. Être allé au Liban, c'est pas rien. Oui. D'aller en Syrie aussi. Hein. Et là, il a l'ambition d'aller en Algérie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le poids que ça pourrait avoir. Alexandre ça Devecchio. pourrait avoir une conséquence importante. On va voir, mais c'est bon. Quel est pour vous finalement le moment le plus important, la fin du pontificat de François ou l'arrivée de ce pape Léon? Je dirais la fin du pontificat de François et sans doute la volonté d'une rupture malgré tout
aussi bien sur le style, vous parliez de discrétion, pour le coup le pape François avait un style bien à lui, on a même parlé de pape populiste, peut-être un pape décolonial d'une certaine manière, vu sa vision de l'Occident. Est-ce que ce pape-là va remettre l'Occident au cœur du jeu, et est-ce que l'Église a vraiment une influence aujourd'hui géopolitique? C'est ça qui sera intéressant à voir. Là encore, la messe n'est pas dite. Notre classement, on le voit, et là aussi, je vais vous demander de placer cet événement dans le top 10 des actualités de 2025. Ça se place où? La mort d'un pape? C'est un peu frais, mais avant la chute de Beyrouth, non? Oui, moi je mets ça en 5. Ah, vous le mettez après Nicolas Sarkozy en prison? Ouais, peut-être, j'hésite. D'accord. Alexandre, tranché. Moi, je le mettrais, je le mettrais même. On n'en sait rien pour le moment. Je vais suivre mes camarades. Allez, en 5e position. Il nous reste 4 minutes pour 2 actualités. Donc attention, il va falloir faire vite. 2. Pour 2 actualités, pardon. 4 minutes pour 2 actualités. J'ai aucune idée d'où vous allez placer celle-ci dans le classement. Écoutez ce monsieur. Je pense qu'ils vont devoir quand même rendre des comptes, l'Arcom, excusez-moi. Parce que, oui, on le sait, ils n'ont pas le droit de dire Cyril Hanouna ne peut pas être sur la chaîne. Donc, ils ont enlevé totalement la chaîne pour me mettre hors de nuire. Hein, voilà. Mais aujourd'hui, il se passe quoi? C'est que moi, quand j'ai vu les filles des Animaux de la Bite, William en pleurs, Jordan Deluxe, Grégory Galifi, enfin tous les animateurs de la chaîne qui étaient en pleurs, Philippe Labro, et eux se retrouvent sans rien. C'est 8 fermé. La décision de l'Arcom qui a choisi de ne pas renouveler la fréquence à la chaîne du groupe Bolloré, une sanction envers les débordements de Cyril Hanouna dans l'émission phare Touche pas à mon poste. C'était en février dernier. Rapidement, un mot. C'est quelque chose d'important ou bon, c'est anecdotique, on aura très vite oublié, Yves? Écoutez, moi je crois que j'ai été le premier puisque j'ai été convoqué par l'Arcom, par son président. Moi je suis pour la suppression de l'Arcom. D'accord. Déjà, donc son président ce qui m'a valu d'être convoqué par l'ancien président. Écoutez, oui, ça a l'air de vous laisser ce pantois. Non, c'est désolant. C'est désolant. C'est absolument désolant. Oui, je pense que on n'a pas fini de débattre sur la nature des médias aujourd'hui, sur la façon dont ils se recomposent. Il y aurait un sujet, ça prend plus que 2 minutes. Oui. Donc là, c'est un phénomène qui exprime ça, mais en fait, le débat est beaucoup plus vaste. Alexandre. Moi, juste comme d'habitude, la démocratie libérale, je trouve, est de plus en plus illibérale. Viktor Orban aurait pris ce genre de décision. Toute l'Europe en aurait parlé. Et par ailleurs, je suis pour la suppression de l'Arcom et pour la suppression d'une bonne partie des agences indépendantes qui n'ont indépendantes que le nom. Et qui parfois, d'ailleurs, n'agissent même pas au nom du pouvoir, mais en leur propre nom. Et là encore, ça me pose problème démocratiquement parce qu'elles n'ont aucune légitimité pour le faire. Le classement, c'est important, c'est pas important, on aura vite oublié ou non? C'est quand même important. Moi, je mettrais avant le Casse du Louvre, moi. Oui, moi aussi. Ah oui, oui, avant le Casse du Louvre, en 7e position. Mais en tout cas, voilà, 7 ou 8. Eh bien, il nous reste 2 minutes et vous remarquerez que le mois d'octobre 2025 a été particulièrement chargé. Ça s'est passé le 17. Oui, ça a été violent, surtout pour notre client. Voilà, nous respectons la décision du jury populaire. La cour d'assises populaire, nous ne l'avons jamais contestée dans son principe. C'est une victoire pour toutes les parties civiles. Ça fait 5 ans qu'elles souffrent, ça fait 5 ans qu'elles sont endeuillées, privées de corps, privées de sépulture, privées de tombes, privées de la vérité. Aujourd'hui, c'est la vérité qui a gagné sur le mensonge. Cédric Jubilard, condamné à 30 ans de prison pour le meurtre de sa femme Delphine, une affaire sans corps où l'on a cru au fur et à mesure des jours que le procès avançait que l'accusé avait peut-être une chance d'être acquitté. Il n'en a finalement rien été. Alexandre Devecchio, vous avez suivi cette actualité? De loin, cette affaire? pour être tout à fait... parce que ça a passionné les Français. Je ne suis pas passionné par les faits divers. D'accord. J'ai eu une intuition, mais c'est peut-être qu'une intuition, il faudra connaître le dossier. Est-ce que c'est une justice post-MeToo? C'est-à-dire, il n'y a pas de preuve, c'est une des choses qui m'a étonné. Il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de corps, il y a un faisceau de preuves, mais voilà. Mais si on a envie de polémiquer, honnêtement, j'ai suivi l'affaire de loin. Natacha, c'est vrai que c'est une affaire particulière par rapport à celle, on l'a comparé à l'affaire Daval où il y avait un corps, des aveux. Là, ce n'était pas le cas du tout. Et jusqu'au dernier moment, on a pu imaginer que Cédric Jubilard serait acquitté. C'est pour ça que ça a passionné les gens. Mais ça les a passionnés dans un cadre qui est un cadre, j'allais dire, individuel et anecdotique. On ne peut pas en faire un symbole de quoi que ce soit, justement. C'est pour ça que moi, je le classe en dernier, parce que c'est quelque chose...
Oui, parce que le PSG, il y a quand même le Qatar derrière. Alors Yves, vous avez... C'est une affaire privée, de toute manière. Oui. Ah d'accord, donc c'est pas un événement. Non, après, ceux qui connaissent bien le sujet et le dossier, ils peuvent contester ou pas la décision de justice. Mais voilà, mais ça ne va pas changer, ça ne va pas bouleverser le monde ni la France. Donc, vous avez notre classement, donc, le top 10 des événements d'actualité de l'année 2025, une actualité riche, vous l'avez vu. Bon, en 2026, l'équipe de France championne du monde de foot, Yves? Non, il ne faut jamais dire ça. Non, d'accord. C'est Alexandre, le président de la République démissionne? Non, je crois que là, ils se sont tous... ça aurait pu, il y a quelques mois, j'aurais dit oui. Là, je pense pas, mais ça va être très très long, hein, franchement. Et ce qu'il faudrait lire en 2026, c'est l'audace. Bien sûr, il y aura le numéro 2 le 2 mars. Et le Figaro qui fête ses 200 ans. On est en retard. Et merci de nous avoir suivis. Joyeux Noël, bonne fête de fin d'année. On fera ça l'année prochaine. Nous verrons si l'actu a été plus riche ou non. Merci de nous suivre.